Bonjour à tous. On va commencer cette séance de séminaire qui est la quatrième et en réalité dernière séance du séminaire technologie spatiale et interconnexion des capacités stratégiques hautes, qui est un grand cycle hein, qui est organisé ici à l'IESD. La dernière fois, nous avions parlé de l'interconnexion et des connexions en milieu stratégique avec l'exemple du Nunavut canadien. Et aujourd'hui, on reste un petit peu sur cette dynamique, sur ce sujet de l'interconnexion et de la connexion en milieu stratégique, puisque nous allons parler des enjeux de deux modes de communication qui se sont imposés, hein, comme des infrastructures à la fois stratégiques pour les États et les économies mondiales, les câbles océaniques d'une part et l'Internet par satellite d'autre part. Et pour ce faire, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous le docteur Camille Morel. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Camille Morel, vous êtes docteur en droit, chercheuse en relations internationales associée à notre centre, hein, l'IESD, l'Institut d'études de stratégie et de défense, et vous êtes également associée au CESM, le Centre d'études stratégiques de la marine. Vos recherches portent sur la géopolitique des câbles sous-marins et vous êtes l'autrice du livre Les câbles sous-marins, enjeux et perspectives au XXIe siècle, qui est paru l'année dernière chez CNRS Éditions. Et il se trouve que c'est aussi le sujet de votre thèse, et je pense que que l'ombre de ce travail va se projeter un petit peu sur toute notre discussion, et peut-être qu'on va pouvoir en reparler. Alors peut-être d'abord un petit peu pour introduire le sujet auprès de l'audience. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de quoi parle-t-on quand on parle de câbles sous-marins? Oui, alors les câbles sous-marins, en fait, ce sont des infrastructures hein, de communication, ce qui va mettre de côté tout de suite, en tout cas, je n'en parlerai pas aujourd'hui, des infrastructures transportant de l'énergie, hein, comme des câbles sous-marins qui transportent de l'électricité, par exemple. Donc des infrastructures qui transportent de l'information, de la donnée plus précisément, à la vitesse de la lumière, en tout cas aujourd'hui, avec la technologie qui est contenue à l'intérieur, qui est la fibre optique. Quand on parle de câbles sous-marins, plus généralement, je vais vous montrer une image qui devrait être un peu plus parlante. On pense à ça, c'est une coupe transversale de câbles sous-marins. On voit quelques faisceaux lumineux de fibre optique. Et puis autour, une série de protections, à la fois de plastique, ensuite d'acier, qui viennent agglomérer, protéger la fibre du milieu dans lequel est plongé le câble, c'est-à-dire le milieu maritime. Alors ces câbles aujourd'hui, dans le monde, il y en a environ 500 actifs de fibre optique. Il y a Mm. aussi une trentaine, voire une cinquantaine de projets en cours. Et ces câbles, ils se multiplient de jour en jour, il y en a de plus en plus, bien que cette infrastructure, elle soit ancienne, puisque la pose des premiers câbles, qui étaient à l'origine télégraphiques, elle remonte Mm. au milieu du 19e siècle. Euh, Alors, oui, pardon. Donc, bah, justement, c'est intéressant que tu évoques là, cette partie historique. Aujourd'hui, on en lit souvent qu'il y a 98% des flux d'informations mondiaux qui passent par les câbles sous-marins. C'est colossal. Là, tu nous dis qu'en plus, les câbles ont tendance à se multiplier. Déjà, justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup comment on arrive d'abord à un tel volume et justement quels facteurs historiques du coup ont amené à cette évolution? Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a ce chiffre de 98%. On peut même monter, on peut aujourd'hui dire 99% des télécommunications mondiales, c'est-à-dire de toutes les données qui vont transiter à l'international, donc qui vont avoir la nécessité de passer de serveur en serveur et de passer à l'étranger pour revenir sur le territoire national. À peu près finalement une grande majorité de notre activité quotidienne en fait sollicite ce type de transfert de données. Dès qu'on se connecte à Internet sur des sites qui sont hébergés sur des serveurs à l'étranger, eh bien on va avoir un transfert de données qui va passer par les câbles sous-marins. Ça exclut évidemment des données qui seraient intégralement sur le territoire national ou plus globalement en région, par exemple en Europe, où on a effectivement aussi des câbles terrestres qui viennent compléter, on va dire, le chemin de la donnée et vont permettre aussi de faire transiter un certain nombre de données. Alors pourquoi ce chiffre? Donc en fait, la globalité des activités, que ce soit des activités économiques, les multinationales, que ce soit pour communiquer entre les filiales, hein, par exemple,
L'administration peut aussi utiliser et employer effectivement ces câbles sous-marins, mais aussi la finance mondiale voilà, les transferts bancaires, par exemple, vont passer par des câbles sous-marins dédiés. Et puis, nous, en tant qu'utilisateurs, au quotidien, en tant qu'internautes, on va évidemment mobiliser ces transferts de données sans même nous en rendre compte. Donc, on est à l'heure du big data aujourd'hui. Il y a aussi des activités qui nécessitent plus de transferts de données que d'autres. Typiquement, le streaming va solliciter beaucoup de transferts de données. Et puis, on va vers des usages qui demandent une consommation exponentielle de données et un transfert exponentiel de données vers l'international. Par exemple, l'intelligence artificielle, à partir du moment où effectivement on sollicite un certain nombre de serveurs situés à l'étranger. Alors, ça a beaucoup évolué. Ce qu'on voit, c'est que même depuis l'époque télégraphique, et même si on a des changements, on va dire, technologiques, hein, on est passé du télégraphe à l'ère du coaxial, puis à la fibre optique, on a vraiment une rupture capacitaire au moment où on passe à la fibre optique. Néanmoins, on voit que déjà le nombre de câbles n'a cessé d'augmenter au fil du temps. Et puis, la capacité et la rapidité de transmission aussi. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui s'explique parce que nos besoins en communication ont augmenté, parce que les services aussi qu'on mobilise font appel de plus en plus au numérique. Et aujourd'hui, c'est très vrai avec, par exemple, l'industrie aussi 4.0, par exemple. Et alors, bah écoute, c'est bien parce que du coup, tu as empiété un petit peu sur ma question suivante. Du coup, selon toi, est-ce que ce développement qu'on a vu là, donc tu parles de développement quand même exponentiel, à la fois en termes de besoins et de volume, est-ce que, selon toi, du coup, ça va rester exponentiel, ou est-ce que à un moment, on peut imaginer que, je sais pas, pour des limitations, par exemple énergétiques, on arrive à une sorte de plateau, en fait, de besoins de données et donc de besoins de transfert comme ça? Alors, ce qui est sûr, c'est que on va dire pour les 5, voire 10 prochaines années, a priori, on va encore aller vers une augmentation de la capacité de ces câbles, en tout cas, qui répondra, j'imagine, en tout cas pour que les acteurs privés prévoient ces augmentations capacitaires à des besoins réels en termes d'utilisateurs, en termes de développement aussi de services et de plateformes hein, numériques, notamment l'intelligence artificielle, par exemple. Mais ce qu'on voit, c'est aussi que comme ces câbles, ils ont augmenté déjà énormément en capacité, qu'il y a aussi des limites physiques hein, au développement, à la transmission optique, enfin, notamment à la transmission de la lumière à travers la fibre optique. On a des palliatifs, par exemple les géants du net qui ont investi dans les câbles sous-marins ont réussi à contourner un certain nombre de limites physiques en multipliant le nombre de paires de fibres, par exemple, qui étaient présentes dans les câbles pour gagner en capacité et augmenter cette capacité. Donc on sait que on est passé, par exemple, de câbles qui étaient il y a une dizaine d'années à en moyenne 60 terabits par seconde en capacité de transmission, à aujourd'hui 250 environ Mm. terabits par seconde. Et puis les câbles qui sont aujourd'hui projetés pour la fin d'année, voire 2026-2027, sont plus des méga câbles qui atteignent les 500 terabits par seconde. Et on se dit que c'est déjà énorme en fait et que ça va répondre au moins en partie à ces besoins exponentiels qui vont arriver dans les prochaines années. La seule chose, c'est qu'on a un flou total sur à quel point ces câbles qui ont une grande capacité sont utilisés. C'est-à-dire, est-ce que finalement ils sont posés pour répondre à des besoins futurs ou est-ce que, bah voilà, à peine ils sont posés, à peine ils répondent déjà, ils sont déjà en totalité utilisés, consommés, si je puis dire. Et ça, on ne le sait pas parce qu'il y a peu de transparence avec les investisseurs que sont les géants du net, notamment sur le marché. Alors qu'auparavant, voilà, on avait une idée un peu plus claire de quelle capacité était effectivement employée sur ces infrastructures. Donc, a priori, on va sur une augmentation au moins à court terme de la capacité des câbles, ce qui pose la question de est-ce qu'on va continuer aussi à les multiplier, hein, parce que finalement, si on arrive à augmenter la capacité de chaque câble, est-ce qu'il y a un intérêt à en avoir plus et toujours plus? Euh, Par contre, sur le plus long terme, moyen long terme, je dirais que effectivement ces questions énergétiques, même d'écologie, vont se poser, et même au-delà de ça, c'est-à-dire à quel moment on va avoir une limite, à quel moment aussi on va avoir une technologie concurrente qui va finalement mettre à mal la capacité des câbles et peut-être
mettre fin finalement à cette augmentation exponentielle des infrastructures sous-marines. Mmh. Et alors, tu as plusieurs fois parlé de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça change, justement, l'intelligence artificielle pour les câbles? Est-ce qu'on peut imaginer que ça va un petit peu soulager les flux de données dans le sens où peut-être qu'il va y avoir un meilleur aiguillage? Ou est-ce que au contraire, ça va encore accentuer la pression, sur, justement cette espèce d'embouteillage quelque part de données? Bah, tout dépend comment va être construit ces intelligences artificielles, vont être construites, pardon, ces intelligences artificielles. Est-ce qu'on va aussi dépendre que comment dire, d'une seule entreprise, d'une seule plateforme, ou est-ce que finalement ça va se multiplier? Parce que tout dépend effectivement de comment sont stockées les données. Est-ce que on est sur une intelligence artificielle qui fait appel à des données qui sont positionnées dans le monde? Est-ce qu'on limite voilà, est-ce que les algorithmes se limitent à un certain nombre ou territorial, physiquement, spatialement, ou même, j'allais dire, dans le contenu, dans l'accès à ces données, est-ce qu'on ouvre complètement ou pas? Et en fonction de ça, les besoins en transmission de données vers l'international vont être ou pas mobilisés. Et c'est la même chose, enfin, c'est une question plus générale qu'on pourrait se poser au-delà de l'intelligence artificielle, avec toutes les questions sur la souveraineté des données, par exemple en Europe, où on réfléchit à voilà, comment renforcer la souveraineté sur les données, etc. Est-ce qu'à terme, on aboutit à des réglementations qui favorisent finalement euh, le rebouclage des informations sur les territoires qui ne sont pas séparés par les eaux et donc mettent à mal finalement la nécessité d'avoir des nouveaux câbles puisque bah, finalement on se contenterait peut-être de réseaux terrestres par exemple ou d'utilisation de satellites. C'est marrant parce que tout ce que tu dis là, ça me fait quand même beaucoup penser aussi un petit peu à ce qu'on observe et aux problématiques qu'on rencontre justement bah, avec l'autre aspect de ce séminaire qui est l'Internet par satellite, hein, qui passe essentiellement par des méga constellations parce que là aussi la communication par satellite est extrêmement contrainte. Par rapport au câble, par exemple, il faut attendre certaines fenêtres de communication. Donc, ça demande, si on veut que les fenêtres soient réduites, il faut qu'on massifie les constellations et donc au final on se retrouve avec pareil une sorte de logique un petit peu d'encombrement et de poursuite constante de la performance. Est-ce que on peut du coup on peut peut-être même y voir une dynamique un peu similaire dans ce que tu parlais, notamment avec l'intervention des géants du net, peut-être entre finalement les géants du net, les géants du New Space, presque peut-être un même, je dirais pas même combat, mais peut-être une même dynamique. Bah, oui, je crois qu'on a une privatisation de toute façon de ces deux espaces. En tout cas, un investissement massif dans ce domaine-là qui fait que, de fait, on a des géants du net qui sont investisseurs majoritaires et qui ont un certain nombre de monopoles, en tout cas, qui sont en train de prendre une place importante dans ces technologies. D'autant plus que ce sont des espaces, effectivement, qui sont a priori contestés ou qui étaient jusque-là à disposition des États, du fait des investissements voilà, colossaux que ça représente. Je crois que la grande différence, on va dire, entre ces deux milieux et donc ces deux technologies aussi, satellitaires et du câble sous-marin, c'est le coût. Hein. Pour le coup, on n'est pas du tout sur les mêmes grandeurs. Voilà, pour donner une idée, un câble sous-marin, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Je crois qu'on est plutôt sur des milliards au niveau des satellites. Donc, même sur des projets, voilà, même sur ces constellations, je crois que Kuiper, c'est 30 milliards. Voilà, on a des câbles qui sont au max à 200 millions. Donc, ça facilite aussi, ça explique aussi pourquoi ces câbles ils se sont développés et ils continuent d'être un moyen bien employé, même si évidemment il y a pas les mêmes contraintes derrière aussi qui s'appliquent, mais il y a oui, il y a effectivement un grand champ de complémentarité en tout cas entre les deux espaces et puis des similarités aussi dans le fait que on a un droit qui s'applique à la géométrie variable, avec des technologies qui traversent parfois plusieurs espaces. Donc il y a des contraintes différentes qui s'appliquent, qu'elles soient légales ou qu'elles soient physiques. Et ça va exiger aussi un certain nombre d'adaptations de la part de ces acteurs privés qui vont avoir les moyens ou non de les protéger davantage, de s'émanciper de certaines régulations, tentatives de régulation aussi des acteurs étatiques ou des acteurs
internationaux, on va dire, des organisations internationales notamment. Donc voilà, je crois que oui, effectivement, il y a de grandes concomitances. Mmh. Et alors, bon, c'est aussi là sur, le coup, j'en profite pour rebondir. C'est vrai que c'est quelque chose, peut-être que c'est une question qui est assez récurrente, même sur les infrastructures spatiales. Effectivement, c'est leur coût, même s'il a tendance plutôt, à diminuer. Je crois que le prix d'un satellite Starlink, avec, les effets économie d'échelle, heu, il me semble avoir vu que c'était passé en dessous du million, de dollars, hein, le prix par satellite, je crois, 800 000, je crois, pour un satellite. Et alors, c'est intéressant, est-ce que du coup, finalement, est-ce que ça va rester dans une forme de complémentarité? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, il y ait un des modes heu, qui deviennent moins coûteux que l'autre? Peut-être au déploiement, parce que c'est vrai que les câbles sous-marins, c'est un petit peu. Les chantiers sous-marins, les chantiers spatiaux ont un petit peu ce point commun, je trouve, de demander des investissements au moins initiaux très importants. Est-ce que du coup, il va y avoir un croisement des courbes peut-être dans les 10 prochaines années? Alors, c'est intéressant de le voir en termes de coûts. À vrai dire, je crois que c'est facile. Enfin, ce qui est intéressant avec les câbles, c'est que typiquement, même depuis l'époque télégraphique, finalement, il y a des choses qui ont beaucoup évolué. C'est les technologies qui permettent de transiter l'information, mais par exemple, la pose et la réparation des câbles, elle a peu évolué à travers le temps. Donc, on se dit, même en un siècle et demi, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est-à-dire qu'on est sur des navires qui vont aller poser les câbles. Donc, même si on améliore la vitesse de pose, même si on améliore la protection de ces câbles, finalement, on n'a pas révolutionné le secteur. Et donc là-dessus, on n'a pas fait vraiment d'économie de coûts. C'est plus le prix de la fibre qui a baissé ou le fait qu'on l'utilise massivement qui a fait effectivement gagner ces économies d'échelle. Je pense que c'est différent là-dessus sur le spatial où il y a quand même un coût effectivement initial important du fait des lancements des satellites, etc. Et puis du fait qu'on est sur quelque chose techniquement aussi beaucoup plus, peut-être pas évolué, mais en tout cas beaucoup plus fin à produire. Et il y a un nombre aussi d'acteurs qui est plus réduit que dans le domaine des câbles sous-marins. Euh, Mmh. Maintenant, je pense que j'ai perdu le fil. Je crois que sur la question de est-ce qu'on est-ce qu'on va continuer à avoir cette complémentarité? À mon avis, oui, dans le sens où tant qu'on n'a pas disons, d'innovation technologique pour les satellites en mesure de transporter autant d'informations aussi rapidement, Mmh. euh, on n'aura pour l'instant pas de concurrence, en tout cas nouvelle, dans ce domaine-là. Ça a été le cas hein, auparavant, à partir de la moitié du XXe siècle, on avait une concurrence assez forte, et d'ailleurs le satellite a écrasé hein, finalement cette technologie des câbles sous-marins, on n'entendait plus parler, jusqu'à ce que la fibre optique revienne sur le devant de la scène, et là le schéma Mmh. s'est réinversé, puisque voilà, ça a été de nouveau un moyen plus efficace de faire transiter la donnée. Mais aujourd'hui, on est sur des échelles qui sont effectivement complètement différentes. Encore une fois, par exemple, pour le démontrer, le satellite d'Amazon, Kuiper, le projet est à 11,3 terabits par seconde, il me semble. Et comme je l'indiquais, les prochains câbles pour la fin d'année sont prévus à quasiment 500 terabits par seconde. Donc Oui. on a vraiment une différence assez importante, sauf effectivement à voir une rupture technologique capacitaire chez les satellites. Mais aujourd'hui, on est plutôt en effet sur, on utilise du satellite quand il n'y a pas de liaison filaire, hein, si je puis dire, en tout cas par fibre optique, et quand on est sur des technologies en mouvement, par exemple sur les navires. Voilà, on garde cette nécessité, sans parler forcément de questions militaires, mais on est sur cette nécessité d'avoir accès aux satellites pour des raisons assez logiques. Et donc, il y a là bien cette complémentarité, mais voilà, ça pourrait évoluer à terme en tout cas. Et alors, justement, avant de passer justement aux utilisations des câbles et des satellites, et notamment dans le cadre des opérations, tout à l'heure, tu évoquais le droit avec certains manques ou en tout cas certaines zones d'ombre. On sait que dans l'espace aujourd'hui, il y a à la fois un morcellement de l'ordre juridique international avec les accords Artemis, l'ILRS. On sait que le droit spatial régulièrement
est pointé parfois pour son manque, d'adaptation tout simplement aux évolutions technologiques. Est-ce qu'il y a, on retrouve aussi cette problématique du coup, avec les câbles sous-marins, des zones d'ombre du droit? Quelles sont ces zones d'ombre et quelles sont les perspectives d'amélioration, au niveau sous-marin? Alors oui, complètement. En fait, aujourd'hui, on a la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, hein, donc de Montego Bay, qui s'applique sur une partie de ces espaces. Mais il y a évidemment la problématique principale qui est les eaux sous souveraineté, qui, elles, évidemment, font l'objet d'une régulation qui est totalement différente entre les États. Donc, c'est-à-dire que pour un même câble qui va relier, donc il faut s'imaginer, je vais juste passer à une slide pour plus, un peu plus parlante. On va avoir voilà, de bout en bout deux États différents avec peut-être des réglementations différentes sur les eaux sous souveraineté qui seront de toute façon protégées différemment, qui auront aussi des autorisations totalement différentes pour poser ces câbles ou les réparer. En tout cas, les États exigeront des choses différentes. Et puis, on va avoir la partie zone économique exclusive, la haute mer, qui vont être régies pour partie par ce traité, pour partie aussi par un très vieux texte qui est la Convention pour la protection des câbles sous-marins, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, et qui laisse, par exemple, et là j'ouvre une porte peut-être pour la discussion ensuite, mais qui laisse la possibilité aux belligérants, par exemple, de couper des câbles en haute mer, ce qui paraît aujourd'hui complètement fou. C'est une partie du texte qui n'a pas été repris dans la Convention de Montego Bay, mais ce texte est toujours en vigueur et donc il est toujours applicable aujourd'hui. Et donc il y a là, même pour la Convention de Montego Bay, une inadéquation aussi avec les évolutions technologiques. C'est-à-dire que l'essentiel est là. Maintenant, on voit bien qu'il y a des lacunes. D'abord parce que ces textes s'appliquent plutôt à des temps de conflit, hein, où ils sont adaptés plutôt à des profils de conflits État à État et non pas à des conflits asymétriques, par exemple. Et puis parce qu'il y a aussi des problématiques comment dire, d'inefficacité ou de non-contrôle de ce qui est imposé comme norme, notamment aux navires voilà, qui battent pavillon pour réparer les câbles ou pour endommager ces câbles-là et poursuivre les navires qui sont à l'origine de ces dommages. On voit qu'il y a des difficultés, des lacunes qui ne pourront être comblées que si on repense une partie du traité sur ces questions des câbles sous-marins, en sachant que, et ça c'est intéressant je crois, que les câbles sous-marins dans ces textes, ils sont compris, ils sont en tout cas traités de la même manière que tout ce qui est gazoduc, oléoduc, pipelines. Et donc ça permet de faire des parallèles, mais pour autant on voit bien que l'importance des infrastructures n'est pas forcément la même. Et surtout, on n'avait pas la dimension, l'importance de ces infrastructures, elle n'existait pas à l'époque où ces textes ont été rédigés. Donc oui, je crois qu'il y a un manque assez important et il y a des efforts, en tout cas aujourd'hui, il y a un appel du pied pour que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer soit mise à jour sur ce volet-là, en tout cas qu'elle prenne différemment en compte ces infrastructures. Et c'est tout l'objet des discussions qui ont lieu, notamment même au niveau européen, où on souhaite protéger davantage ces infrastructures. Et le cadre qui existe, que ce soit au niveau régional ou international, n'est pas suffisant à ce stade. Mmh. Alors, eh ben, ça fait la transition toute trouvée vers, en quelque sorte, la deuxième partie un petit peu de ce séminaire, où on va s'intéresser un petit peu aux opérations. Je trouve ça assez frappant qu'il y ait une convention qui prévoit ouvertement la possibilité d'actions militaires sur des câbles sous-marins. Dans le domaine spatial, on est plus sur une exploitation en fait des non-dits et des lacunes. Et alors, autant pour le rôle des satellites, on se représente assez bien leur rôle pour les opérations, hein, avec que ce soit en termes en quelque sorte, d'appui aux opérations, la connaissance de la situation spatiale, et de plus en plus aussi, même aujourd'hui, l'action dans l'espace. Mais alors, au niveau des câbles sous-marins, quel est finalement leur rôle justement dans les opérations? En quoi les câbles sous-marins contribuent aujourd'hui aux opérations et bon, je dirais encore plus aujourd'hui dans le domaine du coup de la guerre de haute intensité?
Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a effectivement enfin, quel est le rôle joué par les câbles dans la conduite des opérations? Ça, c'est une première question à laquelle je vais tenter de répondre. Et puis, il y a aussi comment les câbles, disons, font partie des champs d'intervention dans les opérations. C'est-à-dire le câble en tant que potentiellement cible dans les opérations militaires. Et donc sur la première partie, finalement, les câbles sont assez peu utilisés. En tout cas, c'est ce qui ressort voilà, des usages faits par les militaires, puisque bah, pour des raisons à la fois de confidentialité, à la fois de mobilité aussi, hein, les satellites sont priorisés en termes d'utilisation de transfert de données. Par exemple pour des transferts vidéo. Par contre, on a des échanges qui sont incompressibles et qui sont les échanges entre les théâtres d'opération et parfois les centres opérationnels. Au-delà, même tous les échanges qui ont lieu en appui, hein, par exemple pour je sais pas, produire des notes sur des analyses très localisées. On fait appel à des flux qui sont peut-être plus des flux du tout venant militaire, intradef et autres, qui n'ont pas un niveau d'urgence forcément très important et qui vont être sollicités, qui vont solliciter en tout cas un transfert de données par câble sous-marin à ce moment-là, de la même manière assez logiquement que pour les échanges quotidiens militaires, on va dire. Euh, il y a aussi cette idée que, et ça je l'ai mentionné, par exemple pour les navires, on a ce besoin incompressible en satellite, en échange, mais là encore, on peut se dire qu'il y a des flux, dès qu'on rejoint, qu'on fait escale à certains endroits, on a des flux qui vont passer par des câbles sous-marins, en sachant que ces câbles sous-marins, ce ne sont pas des câbles militaires à proprement dit, mais bien des câbles qui sont partagés dans les usages, qui vont transmettre à la fois des flux que vous et moi on va utiliser, mais aussi des flux d'entreprise, des flux militaires. Et donc on a tout ceci qui est mélangé dans les câbles sous-marins. Donc finalement, il y a une petite partie hein, de l'opérationnel à proprement dit qui utilise des câbles sous-marins, mais il y a quand même voilà, eu des démonstrations. Par exemple, le US Navy avait indiqué que suite à un dommage en Afghanistan de câbles, il y avait eu des flux de drones, des flux vidéo de drones qui n'avaient pas pu être analysés et qui n'avaient pas pu remonter par câble sous-marin. Et donc, ils avaient été en incapacité de traiter un certain nombre de flux de drones. Donc, voilà, je pense que les usages sont différents en fonction aussi des armées, mais globalement, on a quand même une priorisation sur le satellite. On va voir aussi ce que change l'usage, par exemple, d'intelligence artificielle dans ces renouveaux opérationnels. Est-ce que finalement, le fait qu'on va avoir la nécessité d'avoir beaucoup plus de données à transférer va mobiliser davantage les câbles sous-marins et les câbles terrestres, hein, par ailleurs, ou pas? Et ça, on n'a pas encore la réponse à ce sujet. Et puis par contre, il y a le deuxième volet qui est là plutôt en quoi est-ce que les câbles sous-marins participent des opérations militaires en tant qu'infrastructure ciblée de ces opérations. Et là, eh ben, effectivement, on peut remonter très rapidement dans l'histoire des câbles, puisque je parlais de cette convention qui date du deuxième partie du 19e siècle, qui était là pour protéger les câbles. C'est que très rapidement, après l'émergence des premiers câbles télégraphiques, il y a eu des utilisations offensives des câbles, donc à des fins militaires, dans le cadre de conflits, dans le cadre aussi plus globalement de tensions diplomatiques. On a des États qui sont venus couper les câbles ennemis. Donc, par exemple, on a le conflit hispano-américain 1898, où voilà, on a coupé des câbles pour isoler des territoires, pour isoler aussi des colonies un peu plus tard. Et puis, Première, Seconde Guerre mondiale, c'est des usages, c'est des premières actions de guerre qui sont réalisées, c'est la coupure des câbles à des fins militaires pour, voilà, de la même manière, isoler les populations. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très vite dans la conscience des États et les États ont tout de suite souhaité protéger les infrastructures parce qu'ils se sont rendus compte que au-delà du militaire, ça allait impacter les individus. Il n'y avait pas de câbles dédiés aux militaires, il y avait des câbles qui servaient également à tout, au transfert de tout type de données. Et donc, il y a eu cette volonté de protéger les câbles. Donc, on voit qu'historiquement, c'est quelque chose qui s'est posé tout de suite, même si on a toujours eu une grande majorité des câbles qui étaient possédés et opérés par des acteurs privés.
La question de l'État en arrière-plan se pose avec pourquoi est-ce que c'est un objet qu'on va cibler, quel intérêt stratégique on y retrouve. Et là, aujourd'hui, c'est toujours l'idée de dire, bah, ce sont des autoroutes de l'information. Donc, les couper ou les endommager, ça a du sens. Les écouter éventuellement. Mais je crois qu'on rentrera dans la question des menaces pesant sur les câbles un peu plus tard. Hmm. Alors, eh ben, écoute, c'est très intéressant ce que tu dis aussi là, sur la dualité des usages. Euh, on retrouve un petit peu les mêmes problématiques que dans le domaine spatial. Et alors, du coup, tu nous parlais des menaces qui pèsent sur les câbles, et en fait, quasiment, finalement, assez tôt, hein, 1898. Aujourd'hui, justement, bon, autant dans l'espace, on parle souvent parfois de menaces de guerre électronique, de guerre cyber. Je suppose que c'est quelque chose qu'on retrouve certainement aussi dans le domaine des câbles. On parle parfois aussi des attaques cinétiques, éventuellement des risques nucléaires. En fait, quels sont les types de menaces aujourd'hui qui pèsent sur les câbles sous-marins? En fait, il y a deux grands types de menaces. Il y a les menaces effectivement qui portent sur l'intégrité physique de ces infrastructures. Donc, on parlait d'endommagement des câbles, c'est l'exemple premier, parce que c'est facile finalement de couper un câble encore aujourd'hui, hein. Il suffit d'un grappin et vous endommagez un câble. Encore faut-il savoir où il est, mais si vous en avez connaissance de la cartographie des câbles, c'est assez facile, en tout cas dans les eaux peu profondes. Euh, et par ailleurs, il y a cette idée que vous pouvez aussi endommager le contenu, endommager en tout cas, porter atteinte à l'intégrité des données qui sont transportées par les câbles. Et là, on n'est plus sur le volet effectivement cyber, en tout cas. Est-ce qu'on peut collecter, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut avoir accès à l'information? Est-ce qu'on peut la collecter pour en faire du renseignement? Est-ce qu'on peut aussi faire de la saturation, par exemple, sur ces câbles, empêcher finalement que l'information arrive au destinataire prévu? Ça, ce sont vraiment les menaces principales qui pèsent sur ces infrastructures. Je dirais qu'il y en a une troisième grande sorte, c'est tout ce qui relève plutôt des aspects commerciaux, économiques, avec l'idée qu'aujourd'hui, on pourrait avoir une dépendance à certains acteurs qui prennent une place plus prépondérante qu'auparavant sur le marché des câbles sous-marins. Et donc, la question, c'est plutôt en termes d'autonomie stratégique que ça se pose. C'est finalement, est-ce qu'on dépend d'un seul acteur ou d'acteurs dont on ne souhaite pas dépendre pour faire transiter nos données? Est-ce que voilà, on a la main mise sur la fabrication, la pose et la réparation de ces infrastructures ou pas? Et ça, c'est effectivement un troisième, on va dire, enjeu de ces câbles. Maintenant, la question, elle se pose aussi un peu différemment dans le temps, c'est-à-dire que j'évoquais ces histoires enfin, ces historiques de coupures de câbles dans le temps, en matière militaire, depuis le 19e siècle. On était vraiment évidemment sur un profil voilà, de guerre plutôt traditionnelle, État contre État. Aujourd'hui, la menace principale qui pèse sur ces câbles, c'est évidemment des coupures ou en tout cas des endommagements plutôt dans un cadre hybride, asymétrique, avec l'idée de pouvoir authentifier qui est à l'origine de ces potentiellement dommages causés aux câbles, parce que le milieu maritime, enfin en tout cas les câbles appartiennent à ce milieu maritime qui est propice à des actions discrètes, avec une difficulté ou une nécessité de posséder des technologies importantes pour aller dans les profondeurs, identifier où est le dommage, qui a causé le dommage et quel est le type de dommage causé au câble. Et puis, il y a enfin, je dirais, une menace ultime qui est celle de l'utilisation à double usage de ces infrastructures, qui est de dire, ben, ces câbles, effectivement, ils servent à la transmission d'informations, on peut en faire plein de choses, mais au-delà de ça, si on pose par exemple des capteurs sur ces câbles, et bien finalement, ça peut servir aussi à d'autres fins militaires. Je ne sais pas, par exemple, du repérage de navires, essayer de quantifier l'activité maritime qui se produit autour des câbles sous-marins qui seraient positionnés à des endroits assez stratégiques sur le globe. Et ça, c'est un enjeu dont on entend de plus en plus parler parce que, effectivement, le globe est de plus en plus maillé par ces câbles sous-marins et donc auparavant on avait des zones vraiment très serrées, des passages évidemment obligatoires pour ces câbles. Maintenant, ce réseau il est tissé un peu partout sur le globe et donc la question elle se pose d'autant plus. Et je vous mets juste une petite carte pour illustrer ce propos. Ah oui, effectivement. Et alors, ça me rappelle une anecdote.
pendant la guerre froide, il était assez courant, justement, là, tu disais, de tout simplement, ne serait-ce que tout simplement écouter, en fait, sur les câbles, se brancher. Je me souviens notamment, par exemple, d'opérations américaines qui visaient à se brancher sur les câbles entre les bases sous-marines soviétiques pour pouvoir justement identifier les allers-retours des sous-marins. Est-ce que par rapport à la guerre froide, les menaces sont différentes et est-ce qu'elles ont augmenté ou est-ce que finalement on reste sur une, une évolution assez linéaire, on va dire, des menaces? Alors, je dirais que sur ce volet-là, en tout cas, hein, sur cette utilisation à double usage des câbles, je dirais plutôt que ça a augmenté dans le sens où euh, on a plus d'acteurs qui sont en capacité aujourd'hui de développer ce type de technologie. Donc ça, je pense que c'est la raison principale. On n'est plus sur les deux grands uniquement, les deux grandes puissances. Et on voit, et c'est aussi tout l'objet des discussions aujourd'hui à l'échelle européenne, à l'échelle des Nations Unies, il y a certains États comme les États-Unis qui font un peu pression sur d'autres États pour limiter justement la pose de certains câbles qui pourraient avoir une finalité de double usage, notamment dans le Pacifique, parce que il y a d'autres acteurs plus nombreux, parfois des acteurs émergents aussi, qui seraient en capacité d'effectuer ces écoutes potentiellement maritimes à travers cette infrastructure. Et donc, pour moi, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui a en intensité qui a augmenté. Après, le risque, il est toujours un peu le même, hein, c'est-à-dire que c'est finalement la question de la dissuasion à terme qui est visée, hein, parce que, bon, a priori, il n'y a pas grand intérêt à connaître l'activité maritime. On pourrait dire que la proximité des bases navales est plutôt rare pour les câbles sous-marins, mais il y a quand même des endroits dans le monde où les câbles, voilà, arrivent, et notamment dans le Pacifique, c'est assez vrai, à proximité de ces infrastructures. Et voilà, je pense que voilà, c'est toujours le même fond, en tout cas stratégique. Par contre, voilà, il y a cette idée de multiplicité d'acteurs qui rend la menace peut-être plus prégnante aujourd'hui qu'elle ne l'était pendant la guerre froide. Hmm. Ouais, donc on voit là encore, c'est un petit peu comme dans le domaine spatial, avec en quelque sorte un poids de la multipolarisation du monde. Euh, une autre question qui me vient là lorsqu'on discute des menaces, c'est bon, visiblement, enfin, il peut exister, si je comprends bien, un lien en quelque sorte technique, un lien d'interaction entre l'espace et les câbles sous-marins. On peut, par exemple, imaginer une donnée qui serait collectée par un satellite, qui après serait transmise à une station sol, qui après enverrait cette information à QG via un câble sous-marin. Euh, est-ce que, est-ce que on pourrait imaginer, par exemple, que des actions anti-satellites puissent avoir des conséquences sur les câbles sous-marins, inversement. En fait, ma question globalement, c'est quelle est la nature en fait de ce lien technique entre les deux et comment les deux peuvent interagir ensemble. En espérant que ça soit pas trop confus, pas trop. Question peut-être un Non, peu non, ardue. je pense que ça a beaucoup de sens parce que, effectivement, là, je viens de parler des câbles sous-marins en tant que tels. Déjà, l'intérêt de cette séance, c'était vraiment de faire le lien avec le spatial et on a bien, en fait, on n'est pas cloisonné, on a bien un ensemble de communication qui, effectivement, comprend les satellites, les réseaux terrestres, les data centers, si on va plus loin, les câbles sous-marins, et tout ça, ça fait partie d'un ensemble, d'un grand système de communication. Et donc oui, il y a cette idée que si on touche en fait à l'un des moyens de communication, ça peut avoir des conséquences en cascade sur les autres moyens, puisque il y a cette complémentarité, il y a ce lien et que la donnée, pour passer d'un émetteur au destinataire, elle va peut-être passer par effectivement plusieurs de ces moyens de communication avant d'arriver à destination. Et donc, si on endommage des satellites, il va y avoir un flux qui va falloir rerouter par d'autres biais et le câble sous-marin, par exemple, va pouvoir prendre le relais. Donc, on peut aussi créer comme ça des effets de saturation. Et c'est d'ailleurs le cas hein, quand les câbles sous-marins sont coupés, notamment quand sur des îles, par exemple, qui sont endommagées en tout cas, et qu'il y a des îles qui se retrouvent totalement isolées, on passe évidemment par les satellites. La question, ça va être comment est-ce qu'on priorise le flux de données, puisque ces deux moyens de communication, ils n'ont pas les mêmes capacités. Et donc, quel est le flux qu'on va devoir faire passer en priorité et quel est le flux qui va finalement ne pas pouvoir être transmis
Et ça va poser des vraies questions. Alors quand il s'agit de quelques jours, on trouve des solutions. Si on bloque comme ça pendant plusieurs mois des territoires isolés, hein, plutôt, parce que la plupart des pays ont plusieurs câbles sous-marins, sont bien reliés aussi au niveau satellitaire. Donc la question se pose moins. Mais par contre, vraiment sur des territoires ciblés, dans le cas de conflit, on a vraiment ce sujet qui se pose de voilà, cette complémentarité et ce relais qui peut poser difficulté de l'un à l'autre. Il y a par ailleurs l'idée aussi que on peut imaginer, on sait que le spatial, les satellites servent à surveiller ou à étudier les fonds marins, par exemple, et on Mhm. pourrait aussi réfléchir d'une autre manière, qui est le sens inverse, qui est de dire bah, finalement, à partir de ces câbles sous-marins, est-ce qu'on pourrait avoir une photographie de l'espace? Est-ce que il peut y avoir un jeu d'imagerie, un jeu de réflexion, et peut-être même au niveau euh, létal derrière? Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes d'armes qui pourraient aussi exploiter finalement ces deux espaces et y faire écho l'un à l'autre? Et ça, je pense que en termes de réflexion prospective, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, puisque l'océan va être de plus en plus maillé, on commence à le connaître, tous les États aussi essaient d'augmenter leur capacité pour aller dans les profondeurs. Donc je crois qu'il y a vraiment un appel de réponse qui va se créer dans les prochaines années. C'est intéressant parce qu'au final, c'est vrai qu'on avait tendance à envisager la complémentarité entre les câbles sous-marins et les satellites un petit peu de manière entre guillemets positive, c'est-à-dire où la résilience des deux fait qu'on a une résilience globale du système avec ben voilà le satellite qui prend le relais des câbles ou inversement. Et c'est vrai qu'en fait là finalement on s'aperçoit que c'est pas la complémentarité, oui, mais en fait, en termes de flux de données, c'est pas du tout la même. Et donc, du coup, on peut imaginer aussi une complémentarité un petit peu en négatif, effectivement, dans le sens où on peut agir sur l'un dans le cadre d'une guerre informationnelle. Alors, on est en train là d'entamer, on est déjà un petit peu sur la partie future. Et selon toi, du coup, euh, quelle peut être la prochaine, alors peut-être pas sans parler de rupture technologique, parce que généralement c'est plutôt une sorte d'évolution. Selon toi, justement, quelle est la prochaine évolution pour les câbles sous-marins d'abord, et ensuite pour la guerre des câbles, en quelque sorte, ou plus spécifiquement? Alors, je dirais très généralement sur la première partie, là, il y a un gros travail. Alors, on sort un peu du champ, on va dire, stratégique ou défense, mais il y a un gros travail sur les câbles qui est celui de développer des câbles sous-marins plus durables, donc en termes d'empreinte écologique, même si bah, les câbles participent un peu à cette empreinte globale du numérique, hein, puisqu'ils transfèrent de Mhm. l'information. Mais je veux dire, même en termes de pose, en termes de matériaux utilisés pour les câbles, puisque ces câbles se multiplient aussi, ça pose des difficultés parce qu'il n'y a pas de contrainte aujourd'hui légale à retirer, par exemple, les câbles lorsqu'ils sont hors d'usage, alors même que les câbles ont une durée de vie de plus en plus courte aussi. Avant, c'était une durée de 25 années qui était technique. Aujourd'hui, on a une durée de vie économique réduite, qui est plutôt de l'ordre de 10 ans et encore. Donc, on a cette réflexion qui est en cours, qui va certainement amener les opérateurs des câbles sous-marins, qui sont essentiellement des acteurs privés, à évoluer, à faire voilà, de la recherche du développement pour prendre en compte cet aspect durabilité, ce qui n'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le premier champ. Sur l'aspect guerre des câbles, alors là, c'est plus compliqué. Je pense que le gros point d'interrogation aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est vraiment handicapant aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de coupure de câbles, mais on sait qu'il y a peu de risques, c'est-à-dire de déperdition de données. J'entends par là que vous coupez un câble quelque part dans le monde, bah, finalement, il y a toujours une deuxième voie, soit un autre câble, soit effectivement d'autres moyens de communication. On l'a évoqué, le satellite, le réseau terrestre. Donc, on ne s'inquiète pas tellement finalement de la rupture d'un câble, on s'inquiète davantage de la coupure de 2, 3, 4, 5 câbles de manière simultanée. Ça pose vraiment question. Mais derrière, c'est aussi la question de l'attribution qui est compliquée aujourd'hui. Et donc, là, il y a de gros efforts qui sont faits par les États pour développer des capacités, pour aller dans les profondeurs, faire voilà, de la surveillance d'abord de ces infrastructures. Donc, est-ce qu'on va être en capacité de,
ne peut pas surveiller complètement les câbles sous-marins de bout en bout, hein, même un seul câble, c'est impossible en temps réel, enfin ça n'a pas vraiment de sens, c'est des coûts exorbitants pour finalement une menace qui est très Mmh. réduite. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va développer comme système pour peut-être protéger ces câbles en temps réel, des drones sous-marins qui auraient voilà, cette mission de surveillance dans des zones ciblées, dans des zones critiques. On voit que dans des zones de conflit, la mer Rouge, récemment, il y avait eu cette question d'une coupure de câble, sans savoir vraiment enfin, quelle était l'origine de la coupure. Donc tout l'enjeu de demain de cette guerre des câbles, pour moi, c'est vraiment réussir à identifier rapidement l'origine du dommage et surtout voilà, faire en sorte d'établir comment dire, des moyens d'action en réponse qui ne sont pas du tout Mmh. aujourd'hui systématisés par les États. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doctrine, euh, voilà, de doctrine câble dans la majorité des États. Il n'y a rien. Il y a cette idée que oui, c'est une infrastructure maritime importante, critique, qu'il faut protéger, mais il n'y a pas enfin, de manœuvre déjà précisée ou planifié pour répondre à ce type de menace. Donc je crois que c'est là vraiment tout l'enjeu de la guerre des câbles de demain, c'est voilà, être en capacité d'identifier qui, comment, et voilà, mais je pense que ça rejoint d'autres infrastructures maritimes, par exemple, on l'a vu pendant le conflit en Ukraine, hein, typiquement avec Nord Stream, on a une coupure d'un pipeline, qu'est-ce qu'on fait derrière euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on attribue ce dommage et voilà, et comment on réagit surtout sur la scène internationale. Et je crois que c'est la vraie question. Mmh. Alors justement, ça allait être ma question suivante. Au niveau des évolutions doctrinales, donc tu nous dis que en fait, pour l'instant, là aussi, on pourrait presque faire un parallèle avec le domaine spatial, hein, où au plan doctrinal, pour l'instant, les États sont encore un petit peu en tâtonnement. Et en dehors de cette problématique du coup de l'attribution des attaques et des menaces et de la réaction, j'imagine d'ailleurs que la réaction, ça suppose du coup d'avoir des navires prêts à intervenir pour aller réparer. En dehors de ces aspects du coup de identification et réaction, est-ce qu'il y aurait, selon toi, du coup, d'autres sujets qui devraient faire l'objet de réflexions en matière doctrinale sur le domaine des câbles sous-marins? Ah, je pense que oui, puisqu'il y a la question, enfin, on voit que c'est un domaine qui est dominé, enfin, qui est géré hein, par les acteurs privés toujours. Et l'État vient là donc uniquement pour réguler et impulser parfois les investissements sur certains territoires. Mais il n'y a pas l'idée du gros mot qu'on utilise toujours qui est résilience. En fait, il n'y a pas cette idée au-delà de protéger, de structurer, d'attirer de nouveaux câbles sous-marins, par exemple, au lieu de vouloir à tout prix protéger les quelques câbles qui existent, chercher par exemple à multiplier les infrastructures pour finalement ne plus avoir à se poser la question de cette protection et finalement être en capacité de faire face, quelle que soit euh, voilà, l'action symbolique qui est faite sur les activités maritimes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est les acteurs privés plutôt qui se posent cette question aujourd'hui. Et on voit que indirectement, certains États bénéficient, dont la France hein, bénéficie de cette politique qui est des acteurs privés. Je cite la France parce que il y a des géants du net comme Google, comme Meta, qui, eux, ne s'embêtent plus finalement à chercher à avoir des capacités maritimes pour aller réparer les câbles, mais considèrent qu'il est plus intelligent de poser deux, trois câbles dans l'Atlantique pour relier les États-Unis à l'Europe, en diversifiant qui plus est les points d'arrivée en Europe, hein, par exemple, en posant un câble en France, un câble au Portugal, un câble en Norvège, et s'assurer comme ça une résilience de fait, en se disant bah, finalement si un câble est coupé, on aura toujours une solution puisqu'on a deux autres câbles qui relient globalement les mêmes routes et vont permettre de faire transporter l'information. Et je crois que voilà, la coupure des câbles, elle ne représente pas un danger. Il n'y a pas de notion de terrorisme, il n'y a pas de notion de perte de vie, en tout cas pas directe à la suite d'une coupure de câble. En revanche, vous pouvez voilà, faire pression sur un territoire en le privant finalement de ces échanges vers l'international, en le privant aussi d'un certain nombre de transferts d'informations vitales hein, pour les secours, par exemple. On sait que l'aide humanitaire ou autre passe aussi par ces câbles sous-marins. Et l'idée, ce serait plutôt de multiplier ces câbles
euh, pour voilà, assurer cette résilience. Mais on a bien derrière toujours cette idée de durabilité. On a évoqué voilà, le fait et l'effet pervers de la multiplication de ces câbles. Donc c'est un vrai sujet. Et en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'États qui se sont positionnés encore sur ce type de stratégie, plutôt de résilience, et non pas de protection ou de militarisation de l'infrastructure. On voit là du coup que finalement, en termes de résilience, c'est pas un petit peu comme dans le domaine spatial, finalement, parfois il vaut mieux une massification plutôt des systèmes que des systèmes finalement que des vaisseaux de défense. Du coup, Brian, je crois que tu avais une question à Oui, poser, il me semble. j'avais une petite question, merci beaucoup à Maury. Parce que là, on a la carte, et sur l'image d'avant, on avait justement une vue en coupe de l'océan Atlantique, avec la question de landing station, de point of presence, il me semble. Voilà. Dans le domaine spatial, les activités au sol sont en véritable pied d'argile, ce sont des vulnérabilités qui sont assez importantes. On parle des câbles sous-marins, mais on parle pas beaucoup de ce qui se passe aussi à côté, c'est-à-dire les stations de traitement des informations, les serveurs qui sont associés à ces câbles. Est-ce que ça pourrait être des vulnérabilités éventuellement? Est-ce que c'est considéré par les États? Et est-ce que, quand on voit par exemple le nombre de câbles sous-marins qui arrivent, par exemple en Chine, en Afrique, est-ce que le risque de renversement d'un État ou de création de friction avec ce type d'État pourrait éventuellement créer des problématiques en Europe, aux États-Unis, dans d'autres États? Alors, sur la première partie, oui, c'est vrai que là, j'ai parlé des câbles sous-marins comme un ensemble voilà, maritime, mais c'est vraiment l'objet de cette slide qui était de montrer, en fait, on a du lien, on parle de système de câbles sous-marins, et en fait, ce système de câbles sous-marins, il est composé de la partie sous-marine, de la partie terrestre et d'une partie même cyber, puisqu'il y a aussi tous les équipements qui permettent de faire fonctionner ce transfert d'informations, sachant qu'il faut aussi de l'électricité, par exemple, pour faire transférer les données, enfin, les données à travers la fibre optique, à travers la lumière. Donc, il y a vraiment cet ensemble et la partie terrestre est bien comment dire, une partie sensible, une partie vulnérable de cet équipement, peut-être plus que dans les fonds, parce que le discours courant, c'est aussi de dire que il faut pouvoir aller dans les profondeurs, endommager un câble, ça coûte de l'argent, il faut avoir des technologies, voilà. À terre, finalement, c'est assez facile, d'autant que ces câbles, ils relient toujours, il y a une forme d'altérité, ils relient toujours deux États au minimum entre eux, parfois 30, 40 États, il y a des câbles qui s'arrêtent et qui ont des points d'atterrissage, on appelle sur ouais, une vingtaine d'États différents. Et donc là, que ce soit pour faire du renseignement, par exemple, ou que ce soit pour endommager l'infrastructure, on peut tout à fait le faire plus facilement à terre qu'en mer. Et donc c'est une vraie question qui se pose. Alors sur le côté endommagement, si quelqu'un endommage un câble à terre, c'est très facilement réparable. Donc, quelle est la plus-value vraiment? C'est une action symbolique. Ça peut être, voilà, c'est porter un coup manifeste, d'autant plus si vous communiquez dessus. Euh, c'est quelque chose qui, voilà, qui peut marquer les esprits. Par contre, ce sera réparé assez facilement. Donc, quel est l'intérêt peut-être tactique à faire ça? Sauf à viser des infrastructures qui contiennent, par exemple, plusieurs câbles, parce que c'est le cas aujourd'hui dans de nombreux pays. On a peu de points d'arrivée de câbles et vous avez plusieurs câbles qui arrivent au même endroit. Donc, c'est un point de, voilà, de vulnérabilité particulier. Même si c'est réparé rapidement, ben voilà, vous allez interrompre plusieurs flux de données à destination, enfin, avec des destinations diverses, avec des contenus aussi variés en termes de sensibilité, d'importance peut-être aussi, et de capacité de câble. Sur la partie, en revanche, renseignement aussi, c'est finalement le renseignement ou la collecte d'informations à partir des câbles. En mer, elle est très difficile, voire on ne sait même pas si elle est réalisable aujourd'hui. Alors qu'à terre, eh ben, en fait, les révélations Snowden, hein, par exemple en 2013, ont montré que les collectes d'informations de la NSA, euh, et pas que des services britanniques aussi, étaient effectuées à partir des stations où arrivent ces câbles à terre. Donc c'est vraiment enfin, c'est vraiment un point de vulnérabilité particulier. Et ce, d'autant plus que finalement, c'est des espaces qui sont relativement, enfin des équipements qui sont relativement peu protégés. J'entends par là que jusqu'à présent, il y avait une forme d'invisibilité, c'est-à-dire que vous êtes sur la plage à Marseille, ben, en fait, il y a des câbles qui arrivent à Marseille, vous savez juste pas où
où arrivent ces câbles. Il n'y a pas de bâtiment avec marqué câble sous-marin. Voilà, il y a cette sensibilité-là d'invisibilité. Néanmoins, il n'y a pas de protection particulière sur ces infrastructures. Alors, ça change un peu aujourd'hui parce que depuis que les géants du net investissent beaucoup dans le marché, ils ont développé des équipements propres, donc c'est-à-dire qu'ils font rarement arriver leurs câbles au même endroit que les autres. Et en plus, ils ont cette culture sécuritaire un peu, donc souvent leurs data centers où arrivent les câbles sont surprotégés aussi. Donc là, on voit qu'il y a un peu un changement qui est en cours, mais ça reste quand même globalement peu protégé, on va dire. Voilà, c'est vraiment une question individuelle, ça dépend des câbles, ça dépend de qui est le propriétaire du câble, de quel argent vous mettez et de quelle importance vous accordez à la sécurité de ces câbles sous-marins. Tous les câbles, en gros, ne sont pas protégés de la même manière. Et sur la deuxième question, mais je ne me souviens plus, est-ce que tu peux me la... Oui, est-ce que potentiellement, mais c'est un peu répandu justement, est-ce que vu qu'il y a des gros points nodaux dans des États comme la Chine notamment, est-ce que ça pourrait poser des vulnérabilités en cas de renversement d'un État, ce genre de choses? Mais ça rejoint ta réponse, donc Mais oui, mais c'est intéressant parce que, alors, à ma connaissance, par exemple, la mer Rouge, c'est un bon exemple. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le conflit au Yémen. La majorité des câbles passent par la mer Rouge. Euh, Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une coupure de plusieurs câbles, hein, alors que la majorité du trafic qui est desservi entre l'Europe et l'Asie passe par cette mer Rouge? Qu'est-ce qu'on fait si les câbles sont endommagés à ce niveau-là? Alors même que le conflit est géographiquement limité, qu'est-ce qu'on fait et comment on est en capacité de réagir? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution intermédiaire. Il y a d'autres moyens de rerouter, on l'a vu, le flux. Mais si vous portez atteinte à plusieurs câbles ou à tous les câbles qui sont présents et qui passent par cet espace-là, la seule solution, c'est effectivement de diversifier les routes suivies par les câbles. Et la question, par exemple, de la mer Rouge, elle se pose par l'Arctique aujourd'hui. Ça fait un moment que les opérateurs cherchent à contourner cet espace maritime, qui est aujourd'hui quasi obligatoire pour faire transiter les données de l'Europe à l'Asie. Eh bien, le nouveau moyen, c'est se tourner vers l'Arctique, faire passer des câbles qui permettraient de faire relier l'Europe à l'Asie par l'Arctique. Et ça, c'est des sujets qui sont en tout cas mis en réflexion. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'événements en fait, qui a vraiment attiré l'attention sur ce sujet. La seule chose, c'est peut-être en prévention sur les câbles du Pacifique qui relient notamment les États-Unis à l'Asie du Sud-Est, par exemple. La majorité des câbles qui relient donc ces deux régions passent par la Chine. Donc, font un arrêt, un stop par la Chine. Et aujourd'hui, les États-Unis, hors cadre conflit, mais simplement dans le cadre aussi de cette guerre économique ou du risque des menaces qui peuvent peser sur les câbles par rapport aux industriels chinois, par exemple, eh bien, les acteurs privés sont en train de réfléchir à de nouveaux projets de câbles qui relieraient toujours donc, les États-Unis à l'Asie du Sud-Est, mais qui ne s'arrêteraient plus en Chine, qui ne passeraient plus par Voilà. la mer de Chine du Sud, voilà, pour contourner les difficultés qui pourraient être posées dans l'avenir par le pays. Donc, c'est des vrais sujets, en tout cas, qui sont en discussion, même s'il n'y a pas d'exemple concret de pression ou de conflit ou de blocage. Il peut y avoir des moyens, des leviers pour essayer de faire pression. Donc, je pense que dans le cadre de soulèvement, il pourrait y avoir un impact important, en tout cas, sur ce système de communication. Hmm. Je ne merci sais pas beaucoup. si j'ai bien répondu à la question. Totalement. Merci. Alors, une question là que je vois dans le chat et qui fait un petit peu écho à cette idée d'éventuellement essayer de contourner certains nœuds qui pourraient être sensibles. Donc, c'est Monsieur Alary qui pose la question. Qui autorise les câbles sous-marins internationaux? Parce qu'il fait remarquer effectivement que le passage par diverses zones économiques exclusives peut poser des problèmes lorsque le câble passe près des côtes. Est-ce que les États d'atterrissage voudront avoir un accès aux flux transitant sur leur sol? Donc, qui autorise les câbles sous-marins internationaux? Est-ce qu'il y a une autorité? Est-ce que ça se fait par accords multilatéraux? Alors, aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune organisation internationale qui régule ça de manière globale.
Donc, il y a une liberté de pose des câbles en haute mer. Donc ça, c'est voilà, c'est la liberté, c'est comme la liberté, enfin, c'est en parallélisme avec la liberté des mers. Donc, vous pouvez poser un câble, vous êtes industriel, vous pouvez poser un câble dans la haute mer sans difficulté, sans demander l'autorisation à personne. En revanche, dès qu'effectivement vous rentrez dans les zones économiques exclusives et les eaux territoriales, vous avez l'obligation de demander l'autorisation aux États, si tant est que ces États aient réglementé cet aspect-là. Il y a des États qui aujourd'hui encore n'ont pas réglementé parce qu'ils ont un intérêt important à voir l'arrivée de câbles sous-marins sur leur territoire, parce que l'arrivée de la fibre optique et de la bande passante, c'est voilà, c'est signe de développement économique. Hein, donc, il y a des États qui sont vraiment en demande de ces câbles, mais la plupart des grandes puissances, en tout cas, ont réglementé elles et donc exigent hein, que des dossiers d'autorisation soient déposés pour la pose de ces câbles. Et donc là, les administrations sont très différentes. Il y a des câbles qui sont très restrictifs, typiquement les États-Unis, où il y a tout un processus de licence, hein, d'autorisation, qui va être revu par une team télécom. Donc, c'est vraiment une entité interministérielle qui va regarder à la fois les aspects économiques, l'intérêt économique, les acteurs privés qui sont à l'origine, quelle est la destination reliée, et puis les enjeux sécuritaires derrière, avec l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, de la Défense, etc. Donc, on a vraiment un regard particulier sur ces autorisations. La France, on a aussi un système qui est, comme toujours, un peu compliqué, un peu, voilà, qui est très décentralisé pour le coup, et qui a aussi posé des difficultés, qui a été revu récemment, parce que jusqu'à présent, vous vouliez poser un câble à Marseille et un câble à Brest, et ben, c'était pas du tout les mêmes dossiers qu'il fallait déposer. J'exagère un petit peu, mais c'était l'idée. Et donc, les États, en tout cas, ont pris conscience que c'était un enjeu et que l'enjeu économique et sécuritaire était souvent mis en balance sur ce type de projet. Les États-Unis, globalement, ils refusent hein, aujourd'hui les projets portés par des acteurs chinois, par exemple, ou même des projets portés par les géants du net. C'est arrivé sur un câble, le PLCN, qui était porté, je crois, par Google et qui devait relier le territoire américain au territoire chinois, ou Hong Kong. Et donc, ils ont refusé ce projet-là, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des choses que chaque État gère en interne. Pour le coup, il y a quand même des doctrines qui sont assez claires aujourd'hui, qui se dessinent sur certains États. Voilà, un État comme la France, par exemple, n'exclut aujourd'hui pas d'acteurs en particulier. Un peu comme pour la 5G, il y a un parallélisme dans le numérique. Des câbles dans lesquels des acteurs chinois ont participé, par exemple, ont été autorisés à venir s'installer en France, là où aux États-Unis, bah, ce n'est pas le cas. Donc, il y a vraiment cette question-là qui se pose. Mais sur la haute mer, en tout cas, voilà, il y a cette liberté. Aujourd'hui, ce n'est pas réglementé particulièrement. Hmm. Alors, on a une autre question dans le chat qui rejoint toujours cette problématique bah, là, de ce que tu évoquais, hein, avec certains États parfois qui sont sensibles, où on voit que la multipolarisation du monde rend les acteurs peut-être un peu plus prudents. La question de Monsieur Morin, a-t-on observé depuis février 2022, donc le début de la guerre en Ukraine, une augmentation des incidents sur des câbles sous-marins, en particulier autour de l'Europe? Alors, je crois pas. Il y a deux choses. On parle beaucoup plus des câbles sous-marins, donc les coupures sont davantage mises en valeur qu'auparavant. Elles sont mentionnées par la presse de manière plus récurrente. On a beaucoup plus d'informations plus rapidement sur l'origine de la coupure, quand est-ce que c'est réparé, quels sont les pays ou les États endommagés, les conséquences financières, voilà. Et les opérateurs eux-mêmes, d'ailleurs, de communication, communiquent beaucoup plus sur ce sujet-là parce que voilà, on sent qu'il y a une attention qui est renouvelée sur ce sujet-là. Mais le nombre de coupures, en tout cas, de ce qui ressort là des derniers chiffres, n'a pas augmenté, lui. D'ailleurs, le conflit en Ukraine, finalement, il a montré qu'il y avait une attention particulière de certains États, dont la Russie, pour les infrastructures sous-marines, mais il n'a pas montré d'action proprement dite sur les câbles sous-marins, en tout cas de communication. Donc il y a vraiment cette idée voilà, ce conflit-là, il a permis de mettre en lumière le risque, de faire prendre conscience aussi à certains États, et notamment aux États européens,
l'importance et le manque de protection peut-être de ces infrastructures. Et donc, voilà, l'effort qui est en cours, c'est vraiment développer des doctrines ou réfléchir, en fait, en tout cas, à ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait, ce qui est utile ou pas. Mais, à ma connaissance, pas de coupure supplémentaire. Hmm. C'est marrant parce que encore une fois, je vois plein de similitudes avec le domaine spatial. Là, on vient de rejoindre la question de l'attribution. Au final, on retrouve ce problème de la sensibilité, du fait que les gens communiquent. Dans l'espace, tout le monde voit tout le monde, ou presque. Donc ça fait que les actions doivent être indirectes, non attribuées. Euh, et alors, une question, pareil, toujours un petit peu sur cet aspect utilité des câbles pour les opérations. Peut-on utiliser les câbles sous-marins pour capter des informations sur le trafic maritime? On l'avait un petit peu évoqué tout à l'heure. Ou détecter en fait des mouvements tectoniques ou des tsunamis, comment ça marcherait, ce genre de choses. Oui, alors là, il y a vraiment un axe de développement important depuis quelques années. Et donc là, ça va prendre forme de plus en plus. Enfin, il y a des projets là déjà qui sont existants et qui vont se développer. C'est ce qu'on appelle des câbles notamment intelligents, enfin des smart cables. Et c'est des câbles qui ont vraiment vocation. Alors, il y a deux choses. Il y a des câbles de communication qui vont être utilisés, sur lesquels on va poser des capteurs et qui vont être utilisés pour étudier le changement climatique, première chose. Deuxième chose, effectivement, prévenir, être en mesure, en tout cas, par un certain nombre de mesures, de prévenir des tsunamis ou des éruptions volcaniques, par exemple. Donc ça, c'est une réalité. Il y a des efforts technologiques aujourd'hui pour associer les deux parce que initialement, ces câbles, ils avaient été conçus pour être des câbles scientifiques à proprement dit. Et aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de rentabiliser les infrastructures existantes en posant des capteurs sur des câbles qui ont vraiment la vocation première de faire transiter des informations, enfin leur fonction première. Et c'est le cas, par exemple, il y a un projet qui doit relier la Nouvelle-Calédonie au Vanuatu. Donc ça, c'est un projet que je vous invite à suivre parce que il y a pas mal de communication sur le sujet en ce moment. Et donc c'est tout l'intérêt, c'est de faire de ces câbles, voilà, ils sont là, ils sont posés dans le fond marin, est-ce qu'on peut les rentabiliser? Et il y a cette idée, voilà, d'étudier l'activité. Alors, le deuxième sujet, c'est l'activité maritime. Donc là, c'est plutôt sur du double usage, hein. C'est si on est capable de développer des capteurs pour étudier ce qui se passe dans les fonds marins, forcément, il y a l'idée d'une utilisation militaire derrière. Et ça rejoint en effet ce que j'ai évoqué un peu plus tôt, qui est de dire oui, c'est un risque aujourd'hui, ce développement, parce qu'il y a des industriels qui ont développé des senseurs, hein, enfin, des capteurs qui sont en mesure à travers la fibre optique, de détecter s'il y a de l'activité. Et donc, voilà, ça va être tout l'enjeu des prochaines années aussi, cette idée de protéger l'activité maritime, enfin, de faire en sorte que les câbles ne deviennent pas un moyen d'évaluer, de quantifier les sorties, entrées de navires des bases navales, par exemple. Hmm. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Peut-être en attendant pour voir si on prend une dernière question. Moi, j'en aurais peut-être une question qui pourrait peut-être faire en quelque sorte l'office d'une conclusion. Euh, Est-ce que on peut imaginer, compte tenu des similitudes entre les deux milieux, est-ce qu'on pourrait imaginer des réflexions doctrinales communes entre le domaine spatial et le domaine maritime, selon toi? Ah bah, moi, je pense qu'en tout cas, on aurait intérêt à le faire. Alors, qu'est-ce qu'on mettrait dedans? C'est C'est une une autre excellente question. question. Un futur projet de collaboration, oui, mais euh, c'est évident. Enfin, voilà, on est sur des espaces communs, contestés, privatisés de plus en plus. La compétition, pardon, entre les États, elle est de plus en plus forte. On a des capacités technologiques qui se multiplient, qui se démocratisent aussi. Donc, on a de plus en plus d'acteurs qui vont être en lien avec enfin, qui vont investir ces champs et ces domaines. Et puis, il y a ces similitudes. Voilà, ça sert au numérique, hein, ça sert aussi à faire la guerre plus généralement, même si on n'est pas forcément dans le champ informationnel. Donc, oui, il y a forcément quelque chose à creuser à ce niveau-là. Et puis, comme on le disait, enfin, moi, je pense vraiment que
si on part un peu en prospective, il y a quand même du lien qui va pouvoir être fait euh, entre les deux espaces. Voilà, c'est vrai qu'on travaille peu en verticalité, on est Hmm. plutôt que ce soit en missile de croisière ou enfin, voilà, on est toujours un peu en horizontalité, mais la verticalité, elle aura peut-être du sens et le lien entre les deux espaces, surtout sur des enfin, voilà, je pense à la haute mer, par exemple, où voilà, il n'y a pas de Hmm. contraintes particulières, en tout cas, qui s'y appliquent. Il y a vraiment des choses qui peuvent être pensées. On a de plus, les États aussi et les acteurs privés investissent de plus en plus les profondeurs. Donc, il y a quand même champ libre pour penser et créer des choses. Donc, à mon avis, oui, oui, il y a matière en tout cas à faire. Hmm. Oui, Brian, ça, tu as une question. Peut-être une petite question un peu néophyte, parce qu'on parle beaucoup des gros câbles, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des petits câbles un peu plus portatifs pour des stations en mer qui seraient là pour extraire des minerais ou des pétroles, par exemple, sur des... Oui, alors ils existent, hein, ces câbles, typiquement, bah, tout ce qui est même plateforme offshore, par exemple, pompage, pétrole, etc. En général, ces plateformes, elles sont reliées par câble. Ok, C'est d'accord. simplement, c'est pas tout à fait les mêmes câbles, parce que c'est des câbles qui vont apporter à la fois l'électricité et la donnée, voilà, parce qu'il faut bien communiquer et échanger. Enfin, il y a besoin de numériser aussi toutes ces activités-là. Donc, ces câbles existent bien. Euh, Parce que je vous disais, en fait, sur les câbles sous-marins de communication, il y a besoin d'électricité aussi pour faire transiter la donnée, mais c'est vraiment, en proportion, c'est vraiment ridicule par rapport voilà, au contenu vraiment de la donnée. Là, on est sur des câbles qui font vraiment les deux transferts, qui sont mixtes, pardon, et donc qui sont plus gros, plus lourds. Mais il y a aussi des enjeux. C'est juste que les enjeux stratégiques ne sont pas tout à fait effectivement les mêmes, parce que le dimensionnement n'est pas le même, parce que souvent, ces plateformes, elles sont quand même pas si loin des côtes. Ou en tout cas, voilà. Donc le dimensionnement n'est pas le même, mais il y a effectivement ces câbles. Alors la question par contre, c'est qu'ils sont, enfin, dans l'idée de portatif, j'entendais par là qu'ils sont mobiles ou en tout cas qui peuvent être mis et défaits. J'imagine que c'est ça que tu entendais. Oui. Et ça, je crois que c'est pas un aspect qui a été trop étudié pour l'instant, parce qu'en général, ils sont quand même posés là aussi pour un certain nombre d'années. Mais la question se pose un peu aussi avec ce qu'on appelle des câbles de cabotage. Donc, c'est des câbles qui ont vocation à relier, par exemple, deux États limitrophes entre eux, donc par exemple l'Italie et la France, admettons, plutôt que de faire un câble terrestre reliant la France et l'Italie, eh ben, on peut faire des petits câbles qui relient la France et l'Italie sous-marins. Parce que bah, finalement, ça évite de passer par des territoires, donc de demander certaines autorisations parfois, ou en tout cas d'éviter certains autres oui, enjeux de souveraineté, on va dire. Et puis ces câbles, pourquoi pas, pourraient être effectivement aussi plus enfin, posés pour des durées plus courtes dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Merci beaucoup. C'est vrai qu'avec la poldérisation et tout, certains actes, on va dire, d'appropriation de d'îles ou ce genre de choses, ça pourrait éventuellement, sur des périodes courtes ou quoi, être intéressant. Exact, oui, oui, oui. Et alors en plus, bah, ça me fait penser aussi que j'ai pas vraiment mentionné ces aspects-là, mais typiquement, on peut aussi voir les câbles comme des leviers d'influence, dans le cadre informationnel ou non, mais dans le Pacifique aussi se joue aujourd'hui sur certaines îles cette question de territorialisation. Enfin, je pensais à la mer de Chine méridionale notamment où voilà, on peut poser aussi des câbles pour créer une infrastructure en présentiel, affirmer sa souveraineté et puis le retirer si la nécessité elle se pose plus. Enfin voilà, donc il y a quand même, oui, oui, cette question, en tout cas, elle est intéressante à creuser. Ouais. C'est la zone à laquelle je pensais sans la nommer. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a, je pense, la dernière question du chat. Les USA ont-ils déployé un réseau de câbles sous-marins militaires, notamment dans le Pacifique? Ça rejoint un petit peu la question précédente. Alors, de sources ouvertes, il n'y a que un ou deux câbles militaires dans le monde, et ces câbles sont américains. En revanche, de ce qui est communiqué, ils ne sont pas dans le Pacifique, ils sont dans l'Atlantique. Enfin, ils ont vocation à relier finalement des parties du territoire américain
avec enfin, des îles Ouais. avec le territoire américain lui-même. Donc, ça reste des câbles nationaux, on va dire. Mais bon, on imagine bien que sur ce sujet-là, voilà, il y a pas de communication à proprement dite. En tout cas, voilà, il faut une frappe financière importante pour que l'État soit en mesure d'agir. Donc, à part les États-Unis, il n'y a pas de grand État qui serait en mesure de poser ses propres câbles militaires. Je crois que la Russie, par exemple, a très peu de câbles sous-marins, mais la Russie a pour projet, alors je ne sais pas si le projet ça y est réalisé ou non, mais avait un projet de poser un câble arctique. Pareil pour relier un bout à l'autre de la Russie. Donc, c'était pas l'idée de relier un autre pays, mais voilà, c'est un câble d'État, on va dire à proprement dit. Et ça, c'est assez nouveau. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup dans le monde de sources ouvertes, quoi. Hmm. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je pense que notre séance de séminaire touche à sa fin. Un grand merci, Camille, d'avoir été avec nous pour discuter. On a quand même évoqué énormément de sujets, y compris d'ailleurs des aspects que je n'avais pas soupçonnés au début quand j'avais préparé la séance. Du coup, un grand merci à toi. Et un grand merci aussi à Brian Kalafatian, chercheur à l'IESD et qui a piloté l'organisation de cette nouvelle édition du séminaire Espace. Toutes les séances seront disponibles prochainement sur la chaîne YouTube de l'IESD. Et ce séminaire reprendra pour une dernière session à partir de la rentrée prochaine. En attendant, je vous donne rendez-vous le vendredi 31 mai à 17h30 pour la dernière séance du séminaire nucléaire, cette fois-ci, sur les enjeux de la prolifération après la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce sera avec le docteur Maëlys Mangin. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Camille et à la prochaine fois. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est toi. Merci beaucoup, Clément. Arrêtez.